Mon ex-petite amie m'a envoyé un texto, je suis au commissariat. Je leur ai dit que tu m'avais frappé, pour que tu viennes me chercher. Elle avait été arrêtée pour conduite en état d'ivresse et voulait que je vienne la sortir de là. J'ai répondu, j'arrive. Ensuite, j'ai montré aux policiers notre historique de messages, prouvant qu'elle m'avait faussement accusé de violence conjugale. Le procureur a alors ajouté la dénonciation calomnieuse à ses chefs d'accusation. Moi, un homme de 29 ans, je travaille de nuit comme infirmier en réanimation dans un grand hôpital de Lyon. 3 gardes de 12 heures par semaine, du vendredi au dimanche, de 19 h à 7 h. Je précise cela car la chronologie des événements a son importance. Mon ex, Chloé, et moi étions ensemble depuis environ 14 mois. Elle a 27 ans et travaille comme responsable administrative dans un cabinet dentaire. Nous ne vivions pas ensemble, mais elle passait la plupart des week-ends dans mon appartement, ou du moins elle le faisait avant que mes horaires ne passent en service de nuit il y a environ 5 mois. C'est lors de ce changement d'horaire que les choses ont commencé à se dégrader. Elle ne l'a pas bien supporté. Pas le fait d'être seule. Elle a des amis, une vie sociale. Elle n'est pas démunie. Ce qu'elle n'a pas supporté, c'est la perte de contrôle. Elle aimait savoir où j'étais. Elle aimait que je sois disponible les soirs de week-end pour des dîners, des soirées, peu importe. Quand cela a cessé, les messages ont commencé à devenir agressifs. Tu as choisi ce service exprès. Ton travail compte plus pour toi que moi. À quoi bon avoir un petit ami que je ne vois jamais le week-end? J'ai expliqué à plusieurs reprises que le service de nuit s'accompagnait d'une prime de 12%, que je remboursais des prêts étudiants et qu'en réanimation, on ne choisit pas toujours ses horaires. On prend ce qui est disponible et on accumule de l'ancienneté. Elle ne se souciait de rien de tout cela. Ce qui l'intéressait, c'était que les petits amis de ses copines étaient disponibles le samedi soir et pas le sien. Au cours des 3 derniers mois, elle avait aussi commencé à sortir davantage, ce qui ne me posait aucun problème. Je l'y encourageais littéralement. Va t'amuser. Je travaille de toute façon. Mais ces sorties se sont transformées en forte consommation d'alcool. Pas tous les week-ends, mais plus qu'avant. Elle m'envoyait des messages à 2 h du matin, des notes vocales où elle bredouillait, ou m'appelait pendant mon service pour me dire que je lui manquais. Clairement ivre. À quelques reprises, elle a cherché la dispute pour un rien, provoquant des conflits par SMS alors que j'étais littéralement en train de surveiller un patient sous respirateur. J'ai essayé d'aborder le sujet de sa consommation d'alcool. Cela s'est passé exactement comme on pouvait s'y attendre. Moi, j'ai remarqué que tu buvais beaucoup plus ces derniers temps et je suis un peu inquiet. Elle, oh, alors maintenant tu surveilles ma consommation d'alcool depuis ton petit hôpital. Tu n'es pas mon père. Moi, je n'essaie pas de l'être. Je dis juste elle, je bois peut-être parce que mon petit ami n'est jamais là. Tu y as déjà pensé? J'ai laissé tomber. Je n'aurais pas dû, mais j'ai laissé tomber. Maintenant, la nuit qui a tout changé. C'était un samedi, il y a environ 3 semaines. J'en étais à 4 heures de mon service, vers 23 h. Nuit agitée. 2 patients sous ventilation non invasive, une post-intubation, le chaos contrôlé habituel. Mon téléphone était dans mon casier car je ne peux pas l'avoir dans le service pendant les soins actifs aux patients. Quand j'ai regardé mon téléphone pendant ma pause de 3 h du matin, j'avais 9 appels manqués et une série de textos. Les premiers étaient normaux. De sortie avec les filles, tu me manques. Un selfie dans un bar. Puis le ton a changé. 1h14. Chérie, j'ai besoin que tu viennes me chercher. 1h16. Je suis au commissariat. 1h18. Ils m'ont arrêté pour conduite en état d'ivresse. 1h22. J'ai soufflé, j'ai un taux élevé, donc ils me placent en garde à vue. 1h31. Allô. J'ai besoin que tu viennes. 1h38. Pourquoi tu ne réponds pas? 1h52. Ok, je leur ai dit que tu m'as frappé la semaine dernière, pour qu'ils te fassent venir ici. Ils vont te contacter bientôt. Viens juste me chercher et je leur dirai que j'ai tout inventé. 1h53. Ne sois pas en colère. C'est le seul moyen auquel j'ai pensé pour te faire venir plus vite. J'ai lu ce dernier message 3 fois. Puis je l'ai lu une 4e fois. Ensuite, je me suis assis sur le banc de la salle de repos et j'ai senti tout mon corps se glacer.
Elle a dit à la police que je l'avais frappée. Elle a fabriqué une accusation de violence conjugale de manière désinvolte, stratégique, comme si elle passait une commande sur Uber Eats parce qu'elle avait besoin d'aide et que je ne répondais pas à mon téléphone assez vite. Laissez-moi vous expliquer une chose que les commentaires pourraient ne pas saisir immédiatement. Je suis un professionnel de la santé. Je suis inscrit à l'Ordre national des infirmiers. Une accusation de violence conjugale, même une accusation qui fait simplement l'objet d'une enquête, peut déclencher un examen par le Conseil de l'Ordre. Je pourrais perdre mon droit d'exercer, toute ma carrière, mon diplôme, mes prêts, tout ce que j'ai construit. Elle a mis tout cela en péril parce qu'elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse à 1h du matin et ne voulait pas attendre jusqu'au lendemain. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair, plus clair qu'il ne l'avait jamais été. Honnêtement, j'ai déjà géré des situations d'urgence au travail où la saturation en oxygène d'un patient tombe à 0 et où vous avez environ 30 secondes pour agir. J'ai ressenti la même chose. Le même calme, la même concentration, la même compréhension que les prochaines décisions comptaient plus que tout le reste. J'ai fait des captures d'écran de chaque message, de toute la conversation. Du selfie où je lui manquais jusqu'à l'aveu, je leur ai dit que tu m'as frappé. Je me suis envoyé les captures d'écran par email. Puis je les ai envoyées à mon adresse électronique personnelle de secours. Ensuite, je les ai transférées sur mon iPad à la maison grâce à mon iCloud. 3 copies. Appelez-moi paranoïaque. J'appelle ça être prévoyant. Puis je lui ai répondu par texto. J'arrive. Rien d'autre. Juste ça, parce que j'avais besoin qu'elle ne supprime pas ses messages avant que je puisse arriver au commissariat. J'ai dit à mon infirmière chef que j'avais une urgence familiale et que je devais partir plus tôt. Elle m'a remplacé. C'est une bonne personne. J'ai conduit jusqu'au commissariat. Il était environ 3h40 quand je suis entré. C'est là que je dois être honnête sur un point. Quand je suis entré dans ce poste de police, j'étais terrifié. Pas de mon ex, mais du système. Parce que je sais comment cela fonctionne. Une femme dit qu'un homme l'a frappée et la machine se met en marche. Peu importe que ce soit faux. Peu importe que j'ai été au travail avec 20 témoins et des relevés de pointage prouvant que je n'étais nulle part près d'elle. L'accusation à elle seule lance un processus, et les processus sont difficiles à arrêter. Je me suis approché de l'accueil. Il y avait un agent, un homme plus jeune, peut-être la fin de la vingtaine. J'ai donné mon nom et j'ai dit qu'on m'avait demandé de venir concernant une situation conjugale. Son attitude a changé immédiatement. Subtil mais remarquable. Posture plus droite, regard prudent. Il me regardait. De la façon dont les gens regardent quelqu'un qu'on leur a décrit comme dangereux. Lui, oui, monsieur. Asseyez-vous. Quelqu'un va venir vous voir. Je me suis assis. Environ 10 minutes plus tard, une inspectrice est sortie. Une femme plus âgée, une énergie qui ne plaisantait pas. Elle s'est présentée et m'a demandé de passer dans une salle d'audition. J'y suis allé volontairement. Je sais que j'aurais pu demander un avocat immédiatement, mais j'avais quelque chose de mieux qu'un avocat. J'avais la vérité dans ma poche. L'inspectrice a commencé par des questions standards. Où étais-je ce soir-là? Quelle était ma relation avec ma petite amie? Y avait-il eu des altercations physiques? Moi, non, jamais. Pas une seule fois. Elle, votre petite amie a déclaré que vous l'aviez frappée lors d'une dispute mardi dernier. Moi, je travaillais mardi dernier. Je peux fournir mes relevés de pointage de l'hôpital. J'ai fait une garde de 12 heures, de 19h à 7h. L'inspectrice a noté cela. Puis elle m'a demandé si j'avais d'autres informations que je souhaitais partager. Moi, oui, madame. J'aimerais vous montrer quelque chose sur mon téléphone. J'ai ouvert la conversation par texto. Je lui ai tendu mon téléphone. Je l'ai regardé lire. J'ai observé son visage. Elle est arrivée au message d'1h52, celui où mon ex-petite amie déclarait explicitement qu'elle avait menti sur le fait d'avoir été frappée pour me faire venir au commissariat. Et l'expression de l'inspectrice n'a pas beaucoup changé, mais ses yeux ont fait cette chose, ce minuscule rétrécissement comme une porte qui se ferme. Elle s'est excusée. Elle a été absente pendant environ 20 minutes. Quand elle est revenue, elle était accompagnée d'un autre agent et m'a demandé si je consentais à ce qu'il photographie les messages sur mon téléphone comme preuve. J'ai dit oui.
Puis l'inspectrice s'est rassise et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Monsieur. Votre nom de famille. Je veux que vous sachiez que nous prenons chaque signalement de violence conjugale au sérieux. C'est notre travail. Mais nous prenons également les fausses déclarations au sérieux. Ce que votre petit ami nous a décrit ne semble pas correspondre aux preuves que vous avez fournies. Et ses propres textos indiquent que l'accusation a été fabriquée de toutes pièces. Nous allons transmettre ceci au bureau du procureur de la République. J'ai demandé si j'étais libre de partir. Elle a dit oui. J'ai demandé ce qui se passerait avec le cas de ma petite amie. Elle a répondu que cela dépendait du procureur, mais que l'accusation de conduite en état d'ivresse suivrait son cours et que la fausse déclaration serait évaluée comme un chef d'accusation supplémentaire. J'ai conduit pour rentrer chez moi. Il était environ 5 heures du matin. Je suis resté assis dans ma voiture, sur le parking de ma résidence, pendant un long moment. Mon chien était probablement confus de me voir rentrer si tôt. Je ne suis pas rentré à l'intérieur pendant peut-être 30 minutes. Je suis juste resté là, à fixer le volant et à assimiler le fait que la personne aux côtés de laquelle je dormais depuis plus d'1 an venait d'essayer de me coller un casier judiciaire parce qu'elle avait besoin qu'on vienne la chercher. Sa mère a fini par venir la récupérer plus tard dans la matinée. Je le sais parce que sa mère m'a appelé à 8 heures du matin et a laissé un message vocal dont je parlerai dans la mise à jour. C'est la publication originale. Il s'est passé d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Mise à jour 1, 9 jours plus tard. Les amis, les commentaires sur la première publication étaient nombreux. Merci à tous ceux qui m'ont dit de prendre un avocat. Je l'ai fait. J'y reviendrai dans une minute. D'abord, le message vocal de sa mère. Je l'ai mentionné et je vous ai laissé en suspens, alors laissez-moi vous le livrer. 8h07 le lendemain matin de tout ce qui s'était passé. Je n'avais pas dormi. J'étais sur mon canapé avec mon chien et une tasse de café que j'étais trop fatigué pour boire. Mon téléphone a sonné et c'était sa mère. J'ai laissé aller sur la messagerie. En voici l'essentiel. Bonjour, c'est la mère de Chloé. Je viens de la récupérer au commissariat et elle m'a tout raconté. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Mais elle est très bouleversée et elle dit que tu refuses de venir l'aider quand elle a besoin de toi. Elle a un problème avec l'alcool. Je le sais depuis un moment, mais la laisser dans une cellule toute la nuit c'est cruel. Quoi qu'elle ait dit à la police. Elle était ivre et effrayée. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Je pense que vous devez vous asseoir tous les deux et régler ça comme des adultes. Rappelle-moi. Remarquez ce qui manque dans ce message vocal. Toute reconnaissance que sa fille a menti à la police sur ma violence. Toute inquiétude concernant l'impact sur ma vie. Tout sentiment que ce qui s'est passé était autre chose qu'un malentendu que je devrais aider à dissiper. Classique. Je ne l'ai pas rappelé. Jour 2, j'ai contacté un avocat pénaliste. Pas parce que j'avais été accusé de quoi que ce soit. Je ne l'avais pas été, mais parce que mon collègue au travail, un autre infirmier dans le domaine depuis 15 ans, m'a dit quelque chose d'intelligent. Mon pote, quand quelqu'un t'accuse de violence conjugale, tu prends un avocat. Même si tu es innocent, surtout si tu es innocent, parce que le système se fiche de ton innocence jusqu'à ce que quelqu'un avec un diplôme en droit l'y oblige. L'avocat était super, la cinquantaine, pratiquant le droit pénal depuis des décennies. Je lui ai montré les captures d'écran. Il les a lues, a posé ses lunettes sur le bureau et a dit, c'est l'un des cas de dénonciation calomnieuse les plus évidents que j'ai jamais vus. Elle vous a envoyé ses aveux en temps réel par texto. La plupart des gens ont au moins la présence d'esprit de mentir verbalement. Il m'a dit plusieurs choses. 1. Conserver les captures d'écran sauvegardées à plusieurs endroits. Fait. 2. Ne contacter mon ex sous aucun prétexte. 3. Demander une ordonnance de protection, non pas parce que j'avais peur d'elle physiquement, mais parce que cela crée un dossier juridique prouvant que j'étais celui qui cherchait protection, ce qui recadre le récit si elle essaie d'envenimer les choses. 4. Contacter mon conseil de l'ordre de manière proactive et divulguer la fausse accusation avant qu'elle n'apparaisse par un autre canal. Ce dernier point m'effrayait le plus. Appeler son propre conseil de l'ordre pour dire « Bonjour, quelqu'un m'a accusé de violence conjugale, mais c'est faux et voici la preuve. » C'est comme appeler les pompiers pour sa propre maison. Mais l'avocat a dit qu'il valait mieux prendre les devants que de laisser la chose remonter lors d'une vérification de routine des antécédents.
J'ai passé l'appel. La représentante du conseil a été professionnelle, a pris mes documents et a noté dans mon dossier qu'il s'agissait d'une fausse accusation signalée avec des preuves à l'appui. Elle a dit que cela ne devrait pas affecter mon droit d'exercer tant qu'aucune charge n'était retenue contre moi. Jusqu'à présent, aucune ne l'a été. Jour 4, l'ordonnance de protection a été accordée, temporaire au début. Un juge examine les preuves et accorde une ordonnance à court terme. Ensuite, il y a une audience pour une ordonnance plus longue. Mon avocat l'a déposée avec les captures d'écran des textos comme pièce à conviction. Le juge a accordé l'ordonnance temporaire sans hésitation. Maintenant, c'est là que mon ex a commencé à intensifier les choses. Elle ne pouvait pas me contacter directement à cause de l'ordonnance de protection, alors elle a utilisé des intermédiaires. D'abord, ce fut à nouveau sa mère. Un autre message vocal. Celui-ci plus en colère. Tu as demandé une ordonnance de protection contre ma fille. C'est elle la victime ici. Elle a été arrêtée et traumatisée et tu agis comme si elle était la criminelle. C'est un comportement dégoûtant de la part d'un homme adulte. Madame, votre fille est la criminelle. Littéralement, elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse et a ensuite commis un deuxième crime en faisant une fausse déclaration à la police. Ça fait 2 crimes en une nuit. Ce n'est pas un traumatisme. Ce sont les conséquences de ces actes. J'ai transféré le message vocal à mon avocat. Jour 5. Sa meilleure amie m'a envoyé un texto. C'est une femme que j'avais rencontrée peut-être 4 fois lors de dîners de groupe. Assez agréable. Je n'avais jamais eu de problème avec elle. Son message, « Salut, je sais que les choses sont compliquées en ce moment. Mais je pense que tu réagis de manière excessive avec ces histoires judiciaires. » Elle était ivre et paniquée. Elle ne voulait pas vraiment que tu aies des ennuis. Peux-tu annuler l'ordonnance de protection pour qu'elle puisse au moins te parler? Elle veut s'excuser. Moi, elle a dit à la police que j'avais commis un crime. Ce n'est pas une erreur d'ivrogne. C'est une décision. Elle, tu vas vraiment ruiner sa vie pour une mauvaise nuit. Moi, elle a conduit en état d'ivresse, a été arrêtée. Et a ensuite dit aux forces de l'ordre que je l'avais frappée pour que je vienne payer les conséquences de ses actes. Ce n'est pas une seule mauvaise décision. C'est une succession de décisions. Chacune pire que la précédente. Et la dernière aurait pu détruire ma carrière. Je n'ai rien ruiné. Je refuse juste de nettoyer ses dégâts. Elle n'a pas répondu. J'ai aussi fait une capture d'écran de cette conversation. Tout va dans le dossier. Maintenant, jour 7, le bureau du procureur a contacté mon avocat. Ils avaient examiné les preuves, les textos, mes registres de badge de l'hôpital, le rapport de l'inspectrice, et il ajoutait un chef d'inculpation pour dénonciation calomnieuse à l'accusation existante de conduite en état d'ivresse de mon ex. En France, c'est un délit, passible d'une peine de prison et d'une amende. Plus important encore, cela crée un casier judiciaire permanent indiquant qu'elle a déposé une fausse accusation de violence conjugale. Mon avocat m'a dit que le procureur était particulièrement motivé parce que les fausses déclarations de violence conjugale gaspillent des ressources et rendent plus difficile de croire les vraies victimes. Le procureur aurait dit quelque chose comme « Nous ne les voyons pas très souvent avouer par écrit ». Cette affaire n'est pas compliquée. Quand mon ex a découvert l'accusation supplémentaire, elle a perdu la tête. Je le sais parce que sa mère est passée des messages vocaux à une lettre manuscrite postée à mon appartement. Oui, une lettre écrite sur du papier à lettres avec de petites fleurs sur la bordure. La lettre disait, entre autres choses, que j'étais vindicatif, que j'utilisais le système judiciaire pour intimider une jeune femme et que sa fille avait commis une seule erreur alors qu'elle était intoxiquée et ne méritait pas de voir son avenir détruit. La lettre contenait également cette phrase, que mon avocat a qualifiée de remarquablement contre-productive pour leur camp. Elle a seulement dit ces choses parce qu'elle savait que la police prendrait une plainte pour violence conjugale suffisamment au sérieux pour te contacter. Elle n'essayait pas de porter plainte. Donc, la mère, par écrit sur du papier à lettres fleuries, a confirmé que sa fille avait sciemment exploité le système des violences conjugales comme tactique de manipulation, et elle pensait que c'était une ligne de défense. Mon avocat a ajouté la lettre au dossier. Plus de détails dans la dernière mise à jour. Le pire est à venir avant que la situation ne s'améliore. Mise à jour 2. Finale, 18 jours plus tard. Très bien, dernière mise à jour. Ce fut le mois le plus long de ma vie, et j'ai besoin de le poser et de passer à autre chose.
Après que le procureur a ajouté l'accusation de fausse déclaration, les choses ont bougé plus vite que je ne l'espérais. Mon avocat m'a dit que les cas avec des preuves documentaires claires, comme, vous savez, l'accusé envoyant littéralement ses aveux par texto, ont tendance à avancer plus efficacement dans le système parce qu'il y a moins de matière à débattre. Mais avant d'arriver à la résolution juridique, je dois vous raconter ce qui s'est passé entre-temps, car mon ex et sa famille ont apparemment décidé que si le système judiciaire n'allait pas dans leur sens, ils essaieraient une autre approche. Jour 10, son père m'a appelé. C'est la première fois que j'entendais parler de cet homme. Il avait été un personnage secondaire tout au long de la relation. Un homme discret. Il semblait raisonnable les 2 fois où je l'ai rencontré. Il a appelé avec son propre numéro et j'ai décroché parce que je ne le reconnaissais pas. Lui, mon garçon. Je t'appelle d'homme à homme. Ma fille a fait une erreur. Une grave. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais cette accusation de dénonciation calomnieuse va la suivre pour le reste de sa vie. Elle a une carrière. Elle gère un bureau. Un casier judiciaire pourrait un mois. Monsieur, je respecte votre démarche, mais votre fille a dit à la police que j'avais commis des violences conjugales. S'il l'avait cru sur parole et m'avait mis en examen, j'aurais pu perdre mon droit d'exercer. C'est tout mon gagne-pain. Mes prêts étudiants, ma carrière. Tout aurait disparu parce qu'elle voulait qu'on la sorte de garde à vue. Lui, je comprends ça. Vraiment. Mais elle était ivre. Elle ne pensait pas clairement. Moi. Elle pensait assez clairement pour construire un mensonge spécifique. Elle n'a pas dit que j'avais volé sa voiture ou cassé son téléphone. Elle a dit que je l'avais frappé. Elle a choisi la seule accusation qui garantirait l'intervention de la police. Ce n'est pas un jugement altéré. C'est de la stratégie. Long silence. Lui, Y a-t-il quelque chose que je puisse offrir pour que cela disparaisse? Je couvrirai tes frais de justice. Peu importe ce que ça me coûte. Moi, ce n'est pas à moi de retirer l'accusation, monsieur. C'est à l'État. C'est le procureur qui l'a déposée, pas moi. Et même si je pouvais la faire disparaître. Je ne le ferai pas. Parce que la prochaine fois qu'elle sera dans une situation difficile et décidera d'accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, il faut que son casier indique qu'elle a déjà fait ça auparavant. Je ne me protège pas seulement moi. Je protège le prochain. Il m'a remercié pour mon temps et a raccroché. Honnêtement, j'ai eu de la peine pour lui. Il semblait être un homme honnête confronté aux retombées des choix de sa fille. Mais avoir de la peine pour le père de quelqu'un ne signifie pas absorber ses conséquences. Jour 12. Il s'est passé quelque chose que je n'avais vraiment pas vu venir. L'avocat de mon ex, elle avait engagé un avocat privé à ce stade, a contacté mon avocat avec une proposition. Mon ex plaiderait coupable pour la conduite en état d'ivresse si le procureur abandonnait l'accusation de dénonciation calomnieuse. L'argument de son avocat était que la fausse déclaration avait été faite sous l'emprise de l'intoxication et que la poursuivre était excessif. Mon avocat me l'a transmis, puis l'a transmis au procureur. Le procureur a dit « non. Pas à cause de moi. » Je n'avais pas mon mot à dire, mais parce que, et je paraphrase ce que mon avocat m'a dit, le procureur estimait que l'abandon des accusations de fausses déclarations envoie un mauvais message sur la crédibilité des plaintes pour violences conjugales. Le parquet suivait spécifiquement les cas de fausses déclarations dans le cadre d'une initiative plus large visant à protéger l'intégrité du système de signalement des violences conjugales. Le cas de mon ex, avec ses preuves d'école, était apparemment exactement le genre de cas qu'il voulait poursuivre. La proposition a donc été rejetée. Mon ex devait faire face aux 2 chefs d'accusation. Jour 15, l'audience pour l'ordonnance de protection. C'était la première fois que je revoyais mon ex depuis la nuit où tout s'est passé. Je ne vais pas prétendre que ce n'était pas difficile. Elle avait l'air différente, plus maigre, fatiguée. Elle était assise avec son avocat et sa mère. Son père n'était pas là. Sa mère m'a fusillé du regard de l'autre bout de la salle comme si j'avais mis le feu à sa maison. Je n'ai pas établi de contact visuel. L'audience elle-même a été simple. Mon avocat a présenté les textos, la chronologie, le relevé de badge de l'hôpital, la lettre de la mère. Oui, la lettre sur le papier à fleurs a été versée au dossier, et je me suis presque senti mal à quel point cela devait être embarrassant pour son avocat, et le juge a accordé une ordonnance de protection d'1 an.
L'avocat de mon ex a essayé de faire valoir que l'ordonnance n'était pas nécessaire car mon ex n'avait aucun antécédent de violence ou de menace. Mon avocat a calmement souligné qu'elle avait fabriqué une accusation de violence pour manipuler les forces de l'ordre, ce qui démontrait une volonté d'utiliser le système comme une arme, et que l'ordonnance de protection était nécessaire pour empêcher d'autres fausses accusations. Le juge a été d'accord. Après l'audience, dans le couloir, sa mère s'est approchée de mon avocat, pas de moi. Elle ne pouvait pas s'approcher de moi et a dit « J'espère qu'il est heureux. Il a détruit la vie de ma fille pour un texto. » Mon avocat, que je considère désormais comme l'être humain le plus flegmatique en vie, a répondu « Madame, votre fille a détruit sa propre vie pour un texto. » Mon client s'est juste assuré que ce soit documenté. Jour 22, l'affaire pénale a été résolue. Mon ex a accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais pas celle qu'elle voulait. Elle a reconnu sa culpabilité pour la conduite en état d'ivresse et pour la dénonciation calomnieuse. Son avocat lui a probablement dit que c'était le mieux qu'elle puisse obtenir. Et il avait raison. La sentence pour la conduite en état d'ivresse, 1 an de sursis avec mise à l'épreuve, stages obligatoires de sensibilisation à l'alcool, 80 heures de travaux d'intérêt général. Suspension de permis pendant 6 mois et un éthylotest anti-démarrage sur sa voiture pendant 1 an après avoir récupéré son permis. Du classique pour une première infraction de ce type. La sentence pour la fausse déclaration, 1 année supplémentaire de mise à l'épreuve consécutive, une amende de 2000 €. Et c'est la partie qui compte le plus. Cela figure sur son casier judiciaire de façon permanente. Elle a maintenant une condamnation documentée pour dénonciation calomnieuse liée à des violences conjugales. Si jamais elle accuse quelqu'un de violence conjugale à l'avenir, cette condamnation sera accessible. Si elle postule à un emploi qui nécessite une vérification des antécédents, cela apparaîtra. Mon avocat m'a dit par la suite que la condamnation pour fausse déclaration serait particulièrement importante en raison du contexte. Ce n'était pas une fausse déclaration générique. C'était spécifiquement une fausse plainte pour violence conjugale. Certains employeurs, conseils de l'ordre et même les juges aux affaires familiales prennent cela très au sérieux. Maintenant, voici où j'en suis émotionnellement par rapport à tout ça, parce que je pense que l'honnêteté compte. Je ne me sens pas triomphant. Je sais que les commentaires diront probablement des choses comme justice est rendue et elle a eu ce qu'elle méritait, et c'est peut-être vrai. Mais être assis dans ce tribunal et regarder quelqu'un que j'aimais se faire condamner était horrible. Non pas parce qu'elle ne l'avait pas mérité. Elle l'a absolument mérité. Chaque conséquence qu'elle a subie était le résultat direct des choix qu'elle a faits. Mais c'était quand même horrible, parce que je me souviens de la personne qu'elle était au début, ou de la personne que je pensais qu'elle était. Et réconcilier cela avec la personne qui a menti à la police en disant qu'elle avait été battue juste pour qu'on la sorte de sa situation est une forme de chagrin qui ne porte pas de nom précis. Je suis rentré chez moi après la condamnation et mon chien m'a accueilli à la porte, et je me suis assis sur le sol de la cuisine avec lui pendant un moment. Il ne sait rien de tout ça. Il sait juste que j'étais parti et que maintenant je suis de retour, et cela lui suffit. J'avais besoin de cette simplicité. Quelques éléments pratiques pour conclure. Mon conseil de l'ordre a fermé mon dossier sans aucune mesure disciplinaire. La fausse accusation est notée et résolue. Mon droit d'exercer est intact. Je suis retourné travailler de nuit la semaine suivante et mon infirmière-chef, qui m'avait remplacé la nuit où tout cela a commencé, m'a juste fait un signe de tête quand je suis arrivé et a dit « Contente que tu sois de retour ». C'était exactement la bonne dose de reconnaissance. Mon ex et moi ne nous parlerons plus jamais. L'ordonnance de protection s'en assure pour la prochaine année, et après cela, je n'ai aucune intention de me retrouver dans la même pièce qu'elle. Je ne la déteste pas. La haine exige une énergie que je n'ai pas. J'en ai juste terminé. Sa mère a envoyé une dernière lettre, pas à moi, mais à l'adresse de mes parents, qu'elle a dû obtenir à partir de brouillons d'invitation ou quelque chose du genre, car mon ex et moi avions vaguement parlé de projets d'avenir. La lettre disait à mes parents que j'étais un homme froid et sans cœur qui avait jeté une bonne femme pour un malentendu. Ma mère l'a lu, l'a mise dans le bac de recyclage et m'a appelé pour me dire, si cette femme nous contacte à nouveau, j'appelle la police. Aussi, est-ce que tu manges assez? Tu as l'air fatigué. Les mamans, quoi? Une dernière chose. À travers tout ça, la chose qui tourne en boucle dans ma tête, c'est la facilité avec laquelle elle l'a fait. La désinvolture avec laquelle elle a tapé ce message. Je leur ai dit que tu m'as frappé,
pour qu'il te fasse venir ici, comme si c'était une solution toute trouvée, comme si elle avait trouvé un moyen astucieux de résoudre un problème logistique. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas envisagé une seule seconde ce que cette accusation pouvait me faire. Et c'est ce qui m'effraie le plus. Non pas qu'elle l'ait fait, mais que ça ne lui a rien coûté d'essayer. Le mensonge était gratuit. Les conséquences étaient censées être les miennes. Si vous lisez ceci et que vous avez déjà été faussement accusé de quelque chose, documentez tout. Faites des captures d'écran de tout. Sauvegardez-les à 3 endroits différents. Prenez un avocat avant de penser en avoir besoin. Et ne laissez personne vous dire que vous protégez, c'est réagir de manière excessive. Ce n'est pas le cas. C'est de la survie. Je retourne travailler ce soir. Une garde de 12 heures. Des patients qui ont besoin d'aide pour respirer. Ça, c'est réel. C'est quelque chose à quoi je peux m'accrocher. Le reste de tout ça, ce n'est que du bruit qui devient de plus en plus silencieux de jour en jour. Merci d'avoir lu. Prenez soin de vous. Commentaire, en partageant ce récit avec vous, je suis frappé par la force tranquille qu'il est possible de trouver en soi. Protéger sa paix intérieure commence souvent par définir des limites claires et saines avec les autres. C'est un acte de respect envers soi-même avant d'être une réaction face à autrui. Chacun est responsable de ses propres choix et des conséquences qui en découlent. Faire face à une situation difficile avec calme et méthode est la plus grande bienveillance que l'on puisse s'offrir. La guérison n'est pas l'absence de blessure, mais la décision de ne pas laisser cette blessure définir notre avenir. Parfois, la plus grande victoire est de choisir la sérénité plutôt que la rancœur. Apprendre à tourner la page nous permet de réécrire notre propre histoire avec plus de sagesse. J'espère que vous trouverez toujours la force de protéger votre propre bien-être. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.